Podcast. Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines. Un projet sponsorisé par Talent Square, Transforma Bruxelles, espace de coworking et innovation center, et le Plaza Hotel Bruxelles. Aujourd'hui, nous sommes dans les bureaux de Transforma, et devant moi, j'ai le plaisir de recevoir Natacha Van Hove, à qui je vais laisser l'honneur de se présenter en quelques mots, mais surtout de répondre à ma première question, qui est systématique pour tous mes invités. De ton rêve d'adolescente à aujourd'hui, qui es-tu? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu voulais faire? Donc moi, je suis psychologue de formation et ça veut tout dire sur ma vocation. Je me suis toujours intéressée aux gens, j'ai envie de comprendre comment ça fonctionne, ces bêtes-là, ces drôles de bêtes-là, et sans doute moi y compris, mais je ne sais pas si j'y arriverai un jour. Et non, en fait, j'ai surtout été attirée par le fait que j'observais déjà beaucoup de souffrance dans le monde du travail. Donc je vous parle d'il y a plus de 20 ans. Et que je me suis dit que ça ne servait à rien d'aller travailler dans le milieu clinique. Il y avait assez de boulot pour faire en sorte que les gens s'épanouissent et se réalisent bien mieux dans leur travail, que ce n'était le cas. C'est une vraie passion, quoi. Mais adolescente, vous ne voyiez pas la souffrance au travail? C'était autre chose qui vous inspirait alors? Mais c'est vraiment comprendre comment Comment? fonctionnent les gens. Donc j'ai fait des travaux sur la folie, des sujets, divers et variés comme ça, assez originaux et provocateurs. Et puis pour trouver ma voie professionnelle, en fait, je suis partie de mon goût pour, les gens, l'amour que j'ai pour les gens, comprendre comment ça fonctionne. Et j'ai trouvé, les études de psycho qui m'ont naturellement menée en fait, au métier de conseil, dans les ressources humaines. D'accord. Donc, études de psychologie et puis orientation vers les RH. Première expérience professionnelle dans le domaine RH. Ah oui, oui, en tant que consultante, j'ai fait un stage chez, SHL Belgium où j'ai découvert, le métier du recrutement, de l'évaluation des compétences et puis tout doucement du coaching, de la formation et cetera. 13 ans, voilà, 13 ans, tout un pan de ma carrière, chez SHL où en tant que consultante, j'ai fait plein de choses magnifiques dans des secteurs très différents pour des entreprises de tailles diverses et j'ai aussi appris mon métier de commercial et de manager. D'accord. Donc, trois casquettes au final. Absolument, vraiment l'experte, la spécialiste et puis ce côté, manager et business developer. Ça, j'ai vraiment appris durant les 13 premières années de ma carrière chez SHL. Alors aujourd'hui, on va mettre toutes ces compétences et ces acquis en harmonie dans votre activité, la chrysalide. Et c'est au micro que vous allez nous expliquer un peu tout ça, puisque c'est assez varié, c'est assez divers. Alors on va commencer par définir qu'est-ce que chrysalide? La chrysalide, déjà tout un symbole, c'est le cocon du papillon et si, on essaye d'accélérer, l'émergence de ce cocon, hein, la naissance du papillon, le cocon meurt. Donc c'est toute la symbolique d'aider les gens à se développer, à grandir, à renaître, je dirais presque chaque jour, mais à leur rythme. Ça demande des efforts. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc ça, c'est la symbolique de la chrysalide. Très concrètement, je suis en fait devenue indépendante et puis j'ai créé une SPRL en 2008 et puis, la seconde étape, a eu lieu en 2011 et j'ai fonctionné pas mal en sous-traitance où finalement j'ai continué à faire ce que je faisais avant comme consultante, mais via d'autres, organismes, d'autres bureaux que SHL Belgium. Donc j'ai fait de l'assessment, development center, du coaching, de la formation, mais des choses encore relativement classiques. Et puis je me suis rendu compte que j'avais une frustration. Il me manquait quelque chose de très important. Je réalisais en fait que c'était le travail qui était au centre des préoccupations de tout ce que je faisais et ça ne me plaisait plus. J'avais envie de remettre la personne certes au travail, mais la personne au centre de ma démarche. Et aussi l'intelligence du corps, parce que je trouvais qu'on considérait trop le mental, un petit peu l'émotionnel avec l'intelligence émotionnelle, mais on ne tenait pas compte de toute la dimension humaine, au travail. Et donc, j'ai découvert le domaine du bien-être, au travail. Alors ça a été une super révélation. Vous devez vous imaginer qu'à côté de, voilà, mes activités plus classiques comme des centres de développement et du coaching, j'ai rencontré des gens qui apprenaient, il y a 6 7 ans déjà, à faire du stretching, durant des réunions, à Mindfulness. parler de leur énergie. Oui, à l'époque, on parlait pas encore tellement de mindfulness. On commençait un petit peu à parler de burn-out, mais j'ai commencé moi-même à coacher et à animer des ateliers où je recommandais aux gens de faire une sieste et des breaks pour être plus performants au travail. Autant vous dire que c'était la révolution.
Je me suis intéressée à la façon de se relaxer, de manger, de bouger, évidemment à l'impact de la sédentarité sur la performance au travail et ça m'a beaucoup plu parce que ça réunissait toutes les composantes. Donc c'était une approche holistique et j'ai découvert vraiment cette nouvelle, dimension de mon métier, de nouveau à travers des partenariats, pas mal de sous-traitance et donc pendant 6 7 ans, j'ai un petit peu avancé sur 2 pattes. Donc la patte RH classique et le bien-être. Alors on parlait de stress, d'énergie management et compagnie, mais ça revenait à ça en fait, hein, parler de bien-être. Puis on a commencé à parler d'agilité, de vitalité et voilà, tout ça a fait son bonhomme de chemin. Mais pour vous dire que je ne me suis pas mise à faire du bien-être, sous l'enseigne de la chrysalide, parce que la loi, voilà, a fait entendre sa voix il y a quelque temps et sa voix se renforce, sans arrêt. Mais c'est vraiment un sujet dans lequel je suis, enfin dont je me suis tombée amoureuse en fait, il y a 6 7 ans. Alors, la chrysalide, c'est qui? C'est vous seul ou plusieurs personnes? Eh bien, progressivement, c'est loin d'être moi toute seule puisque, bon, de toute façon, j'ai toujours fonctionné en partenariat ou en collaboration étroite avec d'autres. Mais aujourd'hui, je commence à approcher le marché donc en direct sous ma propre enseigne. Évidemment, pas toute seule, avec un réseau de freelance, des partenaires, soit des gens avec qui j'ai travaillé à de nombreuses reprises et pendant des années par le passé, soit de nouvelles rencontres, bien sûr. Mais ils sont tous consultants et la chrysalide, c'est vous. La chrysalide, c'est moi qui suis le chef d'orchestre, Voilà. la gérante, on va dire, et puis je m'entoure parce que je ne peux pas tout faire, que je souhaite, rester une généraliste et surtout, je souhaiterais vraiment aider les entreprises, mais en tant que partenaire global. Donc ne pas trop me spécialiser et 22 ans d'expérience dans les ressources humaines, le management et le bien-être, je me dis que ça peut donner lieu à des, voilà, des services, bien complets, bien nourris pour aider le client à s'y retrouver. Alors, on a défini qui et qu'est-ce que la chrysalide. On a parlé du quand, puisque vous avez mentionné quand vous avez commencé. On va essayer de cadrer le quoi, hein. Qu'est-ce qu'on fait exactement? Alors, je suis patron d'entreprise, je m'intéresse au bien-être de mes employés et je vais vous contacter et je vais vous dire, voilà, Natacha, qu'est-ce que vous me proposez en fait? Sur quel angle on va s'attaquer au problème? Oui, alors très concrètement, vous pouvez vous imaginer qu'il y a 4 domaines d'intervention. Mhm. D'abord, on va parler des problèmes. Donc, il y a évidemment, combattre le stress, l'anticiper, le gérer, le diminuer. Ça allait être une de mes questions. Est-ce qu'on va être proactif ou est-ce qu'on va être plutôt sur le réactif déjà? Bah, dans un premier temps, malheureusement, on nous contacte souvent Quand parce il est qu'il trop y a un tard. problème. Donc parce qu'il y a trop de burn-out ou, des signaux d'alerte évidemment, hein. L'être humain a quand même, pour habitude de réagir quand ça fait mal et c'est le cas, c'est pas grave. Mais il va quand même y avoir tout un volet curatif. On va réagir dans l'urgence. Malheureusement, il y a quelques heures, j'ai encore entendu qu'un gros patron d'entreprise disait qu'il allait attendre d'avoir 10% de burn-out dans son organisation avant de prendre des mesures. Donc voilà, ça existe encore, mais c'est pas grave, hein, chacun avance et à son rythme. Mais il y a encore un grand phénomène de déni, donc ça commence quand les problèmes se font un petit peu trop importants. Un autre signal d'alerte, c'est l'absentéisme, hein, avec le burn-out, les coûts liés à l'absence de longue durée, de courte durée. Donc ça, ce sont vraiment des problématiques pour lesquelles nous pouvons offrir, un certain nombre de services et j'y reviendrai dans un instant. Mais comme vous dites très bien, le préventif, le proactif, comme j'aime bien dire, a tout à fait sa place et là, j'ai appelé ça le domaine de la vitalité d'une part, donc ça, c'est tout ce qui est notre corps, notre énergie physique, en gros, manger autrement, bouger, se relaxer, donc vraiment, voilà, passer par l'intelligence physique. Et là, on ne s'arrête pas au burn-out, on va beaucoup plus loin du coup. C'est vraiment orienté santé, orienté énergie, bah, dans sa vie au travail, mais aussi dans sa vie en général, bien sûr. On peut imaginer des gens qui ont aussi d'autres bagages psychologiques derrière et des souffrances qui sont peut-être pas apparentes au travail, mais qui sont malgré tout un poids qui les empêche d'être en bonne santé. À partir de quel moment il y a une frontière entre le personnel et le professionnel? Ça me permet d'ajouter le quatrième domaine qui est le domaine de l'agilité et qui touche à justement cette agilité mentale et des thématiques très importantes comme, gérer son temps, gérer ses émotions, gérer le changement. Donc il y a quand même des fameux défis qui nous sollicitent sur le plan psychologique dans le monde du travail actuel.
Mais alors sincèrement, faire la part des choses entre le personnel et le professionnel, c'est un petit peu l'histoire de la poule et de l'œuf. Mmh. Je pense que c'est plus malin de voir qu'on a une co-responsabilité, tant l'individu que l'organisation, et que voilà, chacun doit apprendre à se gérer, à minimiser aux 2 niveaux, les causes de stress, hein, que ce soit l'organisation ou l'individu. Puis l'être humain n'est pas scindé, n'est pas siloté, c'est un tout et on a beau dire qu'il faut séparer le professionnel et le privé, mais l'un dans l'autre, il y aura des interactions entre les 2. Mais c'est tout à fait théorique et pour moi ça n'a pas de sens, a fortiori avec les nouvelles façons de travailler, on travaille chez soi et cetera, entre Ce 2 qui entre accentue le phénomène, mais oui, ouais. entre 2 choses, on va conduire les enfants à l'école, enfin, voilà, bien sûr. Mais je disais toujours pour commencer mes cours: «Nous ne sommes pas un cerveau sur pattes», ce qui n'est pas toujours évident et le corps a été mis au placard pendant pas mal d'années. Et évidemment aussi sur le plan émotionnel, on n'arrive pas au bureau en laissant dans son armoire, sa petite sacoche avec, tous ses problèmes privés, et on ne rentre pas chez soi, en refermant à clé un tiroir sans plus y penser jusqu'au lendemain. Donc tout ça interfère et c'est à chacun à prendre soin, voilà, de ces différents domaines dans sa vie. Mais l'organisation a quand même un impact, prépondérant. On travaille autant d'heures dans des environnements, voilà, qui nous influencent dans notre vie de tous les jours. Donc alors, est-ce qu'on divorce parce qu'on a trop travaillé ou est-ce qu'on travaille beaucoup parce que ça ne va pas bien avec madame ou monsieur? Ça, je vous laisserai juge, hein. Alors, on va pas égarer l'auditeur, on va vite reformuler les 4 grands axes sur lesquels vous vous attachez afin de résumer, de reformuler. Stress, absentéisme, vitalité, c'est-à-dire, vraiment le corps, l'énergie physique, et l'agilité, résumons ça en, énergie, mentale, voilà, flexibilité, adaptabilité. Alors puisqu'on a reformulé les 4 grands axes, on va parler maintenant un peu du comment. L'absentéisme, comment on va agir sur ça? Quel que soit le domaine que je vous ai cité, il y a toujours 4 niveaux d'intervention, donc c'est très simple. C'est vraiment à la carte. Mmh. Je commence là où on m'invite, pour être honnête. Donc ça peut commencer par un coaching, individuel, mettons de retour de burn-out ou de réintégration au travail ou d'accompagnement de carrière. Ça peut commencer par un coaching d'équipe. Imaginez une équipe en crise avec un manager, voilà, chez qui il manque peut-être des qualités, hein, de people manager, en pleine période de changement ou d'incertitude, donc ça peut être ce type de coaching-là, individuel ou collectif. Ça, c'est vraiment un premier niveau, d'accord? Deuxième niveau, c'est tout ce que j'appelle, le training, la formation, mais c'est vraiment très large, hein. Ça peut être un petit workshop, flash and go comme je dis de 2 heures sur une thématique, très spécifique. Ça peut être un séminaire d'une journée, de 2 jours, voilà, ça c'est vraiment à la carte et selon le budget et l'objectif bien entendu de l'intervention. Bien entendu, on peut dérouler tout un programme avec différentes étapes et voilà, des choses qui sont récurrentes et qui tiennent vraiment ensemble, hein. C'est pas du plic-ploc, il y a du liant, mais bon, voilà, on peut faire de la formation. Troisième niveau, pour moi, c'est de l'ordre de la sensibilisation. Donc vous devez imaginer des conférences interactives où on sensibilise des groupes de personnes, petits, plus importants, des dizaines, des centaines, peu importe, mais on va par exemple expliquer qu'est-ce que c'est que le stress ou le burn-out, donner des pistes déjà de solutions, des choses comme ça. Vulgariser, expliquer pour mieux cerner et appréhender. Oui, vraiment, permettre aux gens de prendre conscience de ce que c'est, de C'est la ce que première ce n'est étape. Mmh. pas, et puis détecter les signaux, voilà, de mal-être éventuel. Quatrième niveau d'intervention, c'est de la consultance. Mais comme je le disais au début, consultance, franchement, avec la petite histoire qu'on raconte sur le consultant qui demande votre montre pour, vous donner l'heure, avec ça, moi, je suis bien. Donc, comment je réussis à circonscrire mieux ce rôle de consultant? Ben moi, je l'ai, intitulé copilote. Mmh. Et dans le domaine du Une belle métaphore. bien-être, ben oui, je trouvais que c'était assez efficace. C'est l'organisation, la direction, les ressources humaines qui reste le pilote dans l'avion, mais un copilote, c'est quand même bien utile. Et pour vraiment accompagner les organisations dans l'implémentation de leur politique bien-être, j'ai créé une méthodologie, une approche
bien spécifique, originale, différenciante, qui s'appelle The Architects et qui permet vraiment de relancer ou de lancer une politique bien-être de façon beaucoup plus cohérente et impactante. Et évidemment, le conseil peut se décliner dans d'autres domaines, hein, comme, la gestion des compétences, le développement des talents, voilà. Mais j'aime bien le chapeau bien-être. Sans dévoiler toute la stratégie derrière et tous les trucs et astuces, en quelques mots, la méthode que vous proposez, qu'est-ce qu'elle a de particulier alors? Elle a de particulier qu'elle permet de faire vraiment une photo sur les actions qui ont été prises, pour améliorer le bien-être dans l'entreprise. Donc vraiment de faire un bilan sur ce qui existe. Vraiment une photo de ce qui marche plutôt bien et de ce qui marche moins bien. De là, on retire quand même, des gains rapides, là où ça vaut la peine de persévérer, d'investir. Et puis elle permet aussi d'explorer des nouvelles possibilités. Mmh. Mais donc c'est une méthode qui a, je dirais, comme plus grande originalité, d'impliquer à la fois la direction, donc les ressources humaines, la direction générale, et à la fois un échantillon de collaborateurs, et de faire rencontrer la vision du bien-être dans l'entreprise avec les besoins et les perceptions des collaborateurs. Et comment est-ce que ça se passe très concrètement? Ben, c'est un trajet de quelques étapes. C'est pas du tout une usine à gaz, c'est très pragmatique, avec des réunions, quelques workshops où vraiment on fait le point sur ce qui existe et on aide à rebooster, relancer tout ça en allant vers les priorités, c'est-à-dire les actions qui vont avoir le plus d'impact dans l'organisation. Et le clou du spectacle, c'est le workshop avec les collaborateurs. Je me suis dit, mais comment les captiver en parlant de stress, d'absentéisme, de santé? Les gens en ont marre de parler des problèmes. Ben, j'ai créé un concept de croisière du bien-être, donc croisière dans l'archipel du bien-être. Et en fait, le groupe de travail, il joue, il lance un dé et il est amené d'une île à l'autre. Et que sur chaque île, qu'est-ce qu'il attend? Un jeu de cartes. C'est de la gamification. Oui, sérieuse mais amusante. Et sur chaque île, il attend un jeu de cartes avec une liste, si vous voulez, d'actions, de solutions bien-être possibles en rapport avec la thématique de l'île. Donc, il y a l'île du stress, de la vitalité, Ouais, c'est etc. vraiment ludique en fait. Tout à fait. Et le groupe de travail est amené à apprécier, si vous voulez, évaluer où est-ce qu'on en est par rapport à toutes ces actions aujourd'hui, où est-ce qu'on ferait mieux d'aller à court terme et à plus long terme. Là vraiment, le collaborateur, il se sent écouté. Et ce qu'il y a de fort apprécié dans la méthode, c'est que, in fine, vous avez un plan d'action avec des mesurables. Mais dans le plan d'action, vous n'avez pas que faire la sieste, manger mieux, des cours de yoga. Vous avez aussi tous des aspects opérationnels, comme optimiser l'organisation des réunions, mieux communiquer sur une certaine thématique, etc., etc. Donc, des cailloux dans les chaussures et des irritants qui créent beaucoup de stress et d'insatisfaction et qui demandent en général très peu d'investissement et d'argent pour être remédiés. Alors une question qui va peut-être un peu te surprendre, et tu me dis si j'ai tort de la poser ou si je me trompe. Moi, j'ai le sentiment que dans beaucoup de situations, quelles qu'elles soient, qu'on parle de stress, de bien-être, de burn-out ou d'autres, revient souvent la question d'une recherche de sens, de retrouver ses valeurs et de raccrocher ces valeurs ensemble. Il y a un décalage. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé aussi? Ah, c'est fondamental. A fortiori aujourd'hui pour les nouvelles générations de travailleurs et les fins de carrière, il ne faut plus leur dire qu'on va leur apporter du bien-être pour simplement améliorer les résultats de l'entreprise. Ce n'est plus suffisant comme discours. Les gens veulent effectivement Du trouver sens. une connivence, du sens, se réaliser, Mais je beaucoup crois qu'il faut même plus pas au attendre la fin travail. de carrière. Je crois que durant toute la carrière maintenant, ça devient nécessaire. Oui, Il y a une remise en question, j'ai le sentiment qu'il y a une remise en question permanente du sens de ce qu'on fait et des valeurs. oui, je Les dirais entreprises aussi le font d'ailleurs, parce qu'elles changent oui. leurs valeurs parfois, elles changent de branding de temps en temps. Je me trompe? Non, non, mais ce phénomène me paraissait encore plus accentué, à ces 2 moments critiques de la carrière et D'accord. du point de vue de la nouvelle génération Mmh. et puis des fins de carrière qui en ont vu, hein, je Mais veux c'est quelque dire, chose qui est englobé dans ton approche? oui, tout à fait. D'accord. Ah, c'est extrêmement allez, c'est en fait compris dans tout ce qui est domaine de l'agilité. Chacun doit prendre sa responsabilité. Les actions bien-être, c'est pas seulement l'employeur, mais aussi l'employé qui doit vraiment réintégrer pour moi son projet professionnel dans son projet de vie et se reposer, voilà, les bonnes questions. Et ça rejoint mon rêve d'adolescent, hein. Je sais pas si vous avez Si, remarqué, si, mais la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Natacha, ce qui nous manque aussi ici, c'est le où. Où
Où est-ce que tu exerces? Dans un pays trilingue, il y a du français, du néerlandais, de l'anglais. Et est-ce que tu sors des frontières aussi? Alors, nous travaillons donc dans toute la Belgique. L'équipe, assure les différents services, en anglais, en néerlandais et en français. Toi compris? Moi compris et moi personnellement et quelques membres de l'équipe, nous assurons à l'international. D'accord. Dans d'autres pays d'Europe? Oui, oui, tout à fait. Ou est-ce que ça va au-delà des frontières de l'Europe? Ben Tu n'as pas de restrictions? j'ai même fait des missions à Moscou, en Égypte, voilà pour citer des exemples un petit peu plus exotiques. J'ai encore plein de questions pour toi, tu sais. Je crois ça mériterait un deuxième interview podcast pour aller plus loin dans le détail et les sujets. On pourrait aussi échanger, faire des débats entre nous, je crois que ce serait sympa. Mais on n'a pas le temps aujourd'hui, donc ce qu'on va faire, c'est on va donner à l'auditeur une URL où on peut aller trouver plus d'informations, te contacter, pourquoi pas. Donc www.la-chrysalide.eu. J'ai aussi 3 questions spécifiques pour toi. Comment tu définirais le ou la RH? Oui, la responsable des ressources humaines, pour moi, c'est vraiment un rôle qui doit aider la direction à replacer le capital humain au centre au cœur de sa réussite, d'un point de vue business ou économique et contribuer à ce que, le monde du travail justement réalise combien ce sont ses fondations, ses leviers, même plus que ça, c'est son ADN, enfin, Donc si je te voilà, comprends, dans ta définition, le RH a même une influence sur la société. de vrai. Je Alors, l'espère. la deuxième question que je vais te poser, c'est quand tu observes justement ce monde RH autour de toi et dans lequel tu as travaillé, qu'est-ce que tu as aimé particulièrement observer comme procédure, attitude, démarche? Qu'est-ce qui t'a marqué? Tu t'es dit: «Waouh, ça j'aime bien». Alors une direction des ressources humaines qui a compris que la période durant laquelle elle n'était qu'un coût est terminée, mais une direction qui ose vraiment se faire l'allié du business et confronter sa direction générale, une direction des ressources humaines qui fait ça, voilà, je les admire parce que c'est pas évident. Alors ma dernière question, Natacha, va être une question assez sympa puisque tu vas avoir l'occasion de dire un peu ce que tu veux. Si tu avais un message à passer à tous les RH qui nous entendent aujourd'hui, lequel serait-il? Ah, osez prendre votre place. Je crois que c'est une belle conclusion pour terminer cette interview. Je te remercie pour ton temps, de t'être déplacé pour moi et puis, j'espère que les auditeurs n'hésiteront pas à te contacter et à faire pourquoi pas quelques commentaires sous cette interview, poser quelques questions, on essaiera d'y répondre Mmh. et si les auditeurs nous entendent et veulent participer, si vous êtes passionnés, si vous avez envie de partager votre passion de votre travail ou parler de thèmes RH, sachez que vous êtes les bienvenus au micro. Regardez sur notre site internet, faites une recherche sur les événements de date d'enregistrement des podcasts, envoyez un petit mail pour réserver et vous serez accueillis dans un superbe palace ou ici dans les bureaux de Transforma. Merci à vous, à bientôt. Merci. Podcast.